Donc, Christophe me dit qu'on peut prendre quelques minutes pour peut-être une ou deux questions, malgré le retard. Madame? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, je suis Jeanne Camiran. Stéphane? Merci à tous les conférenciers pour de la journée. C'est vraiment une journée très riche en partage, en réflexion, en information. Ma question s'adresse plutôt à Madame Jacqueline Corbette. Je suis Jeanne Camiran, je travaille au ministère de l'Environnement à la direction des programmes et de la mobilisation. Alors, le nom le dit, mobilisation, on s'intéresse beaucoup au changement de comportement, à la persuasion. D'ailleurs, moi, je crois fondamentalement que l'humain est au centre de tout ce qu'on dit aujourd'hui, puis que c'est lui qui va être au cœur de la transition sociale et énergétique de la société. Donc, voilà ma question. Petit contexte. Dans l'esprit dans lequel je travaille, on lit beaucoup sur le changement de comportement. Il y a plusieurs études qui démontrent que l'information, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour inciter au passage à l'action, au changement de comportement. Donc, je me questionne par rapport à l'étude dont vous nous avez parlé. Vous nous dites que les systèmes d'information persuasifs ont des effets collatéraux. Je peux le croire dans le cas où, par exemple, je m'intéresse au compostage et je m'intéresse à l'environnement et on me donne des trucs pour d'autres gestes environnementaux. Par contre, je me questionne par rapport à qui étaient les répondants à cette étude-là. Est-ce que c'était déjà des gens qui installent ou qui achètent l'application parce qu'ils ont un intérêt ou c'était vraiment, disons, des convaincus et des non-convaincus? Et la deuxième partie de ma question, c'est est-ce qu'avec des systèmes d'information persuasifs, on peut aller chercher des gens non convaincus et comment? Et voilà. Ben, c'est une excellente question. Les participants, oui, ils sont ceux qui ont volontairement accepté d'utiliser ces outils. Donc, normalement, ils sont des gens qui sont déjà sensibilisés au sujet des changements importants pour l'environnement, le développement durable. Mais par contre, il y a ceux qui ne sont pas. Alors, dans les 600 participants, il y a une gamme on a aussi mesuré le Green Identity. Alors, leur propre opinions, avis vers l'environnement. Il y a une variation entre les personnes et on voit quand même qu'il y a des impacts des systèmes. Mais oui, ça c'est un grand défi. Comment inciter les gens qui ne sont pas convaincus de ce besoin de changement d'utiliser ce genre de système? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je crois avec la collaboration entre les organisations qui facilite, pas seulement, comme tu dis, la communication, le transfert d'informations, mais de rendre l'activité plus facile. Alors, avec des outils comme la réalité virtuelle, de pratiquer ces comportements, etc., on peut attirer des gens parce que c'est plus intéressant, mais aussi encourager des comportements plus éco-responsables. Mais ça c'est vraiment un défi aussi d'attirer ces gens à utiliser ce genre de système. Oui, bonjour, mon nom est Carl Maltais. Je travaille pour le gouvernement. Et ma question aussi s'adresse à Madame Corbette. En fait, vous avez étudié les systèmes persuasifs positifs. À Québec, on vit des systèmes persuasifs négatifs, médiatiques. Et je me demandais si votre recherche permettrait de démontrer une responsabilité éthique face à ces pouvoirs persuasifs négatifs, qui sont souvent les radios, par exemple, qui vont aller nier des choses. Donc, le côté négatif peut avoir un effet aussi puissant, on pourrait dire. Ben oui, même si on peut avoir des impacts positifs, on peut aussi avoir des conséquences inattendues ou négatives. Dans notre étude, on a aussi regardé, comment on dit en anglais, le rebound effects. Alors, si on utilise ces systèmes, on change des comportements dans un domaine, est-ce par contre, on adopte d'autres comportements qui sont moins éco-responsables? On a trouvé que généralement, ces systèmes diminuent ces effets négatifs. Mais des autres systèmes négatifs, ça, c'est la conception des systèmes. Alors, c'est quoi le but? Comment ce but est
implantés dans un système d'information. Ça, c'est le choix des fournisseurs de ces systèmes. Bon, il faut dire que dans notre étude, ce sont des fournisseurs d'électricité, des villes et des employeurs. Alors, ils ont leur propre but. Ils ne sont pas des systèmes neutres. Ce n'est pas seulement des informations ou des outils neutres. Il y a un but derrière tous ces systèmes. Et là, c'est les personnes, les organisations qui ont décidé quels sont les comportements qu'ils veulent encourager ou inciter. Alors ça, c'est plus au niveau, moi je crois que c'est stratégique au niveau de la gestion ou l'implantation de ce genre de système. Bonjour, donc Laetitia Ndota, doctorante en droit municipal à l'Université Laval et l'Université Grenoble-Alpes. Moi, j'ai une petite question pour le professeur Rousseau et Madame Nelson. En fait, avec l'ajout de l'article 24 de la loi 122 qui vient ôter l'obligation d'approbation par voie référendaire qui a été offerte aux citoyens, est-ce que et finalement la substitution avec d'autres outils comme le conseil consultatif d'urbanisme, est-ce que finalement les citoyens ne sont pas retirés un petit peu d'une part de leur participation à la démocratie locale, et est-ce que c'est indirectement, ça les pousse à aller vers d'autres voies juridiques comme les tribunaux municipaux, voilà. En cas de contestation, je veux dire. Oui, donc merci pour votre question. Donc effectivement, il y aura cette possibilité-là pour les villes d'abolir les référendums, mais ça ne sera possible que donc, la condition prévue par la loi, c'est qu'une ville qui souhaite mettre fin au processus d'approbation référendaire doit adopter un règlement sur la participation publique et une politique en fait de participation publique qui elle-même devra être conforme à un règlement du gouvernement qui fixera un certain nombre de balises minimales. Donc, l'idée, c'est pas tant de retirer les citoyens du processus, c'est d'un peu de modifier leur rapport. Mais c'est quand même important parce que, que les citoyens aient une place, personne ne remet ça en question. Mais maintenant, la question, c'est plus de savoir qui a le dernier mot. Tout le monde est d'accord pour dire que les élus ont une place importante dans le processus et que les citoyens ont une place importante dans le processus. Ça fait consensus. Ce qui fait moins consensus, c'est qui a le dernier mot. Donc, avant, grâce à la procédure, ou bien encore en ce moment, puisque ça n'a pas encore changé, donc grâce à la procédure d'approbation référendaire, c'est les citoyens, de manière très localisée, puis il y a plein de critiques qu'on peut faire au processus d'approbation référendaire, mais quand même, à la fin, les citoyens pouvaient avoir le dernier mot sur certains changements au règlement d'urbanisme, alors que maintenant, ce sera plutôt les élus qui auront le dernier mot. Jusqu'à quel point ça veut dire que les citoyens, finalement, on va les écouter parler, mais qu'on ne prendra pas vraiment en compte ce qu'ils vont dire? On ne le sait pas parce que le modèle, le règlement gouvernemental qui fixera les balises minimales de la politique de participation publique n'est pas encore sorti, mais il y a un rapport qui est sorti. Le rapport n'est pas particulièrement innovateur. Donc, à chaque fois qu'il est question dans le rapport, donc un rapport qui fait des recommandations au gouvernement en vue de l'élaboration du règlement là, sur les politiques de participation publique, à chaque fois dans le rapport où il est question de mesures vraiment innovantes, vraiment plus, j'allais dire, radicales en termes de participation citoyenne, comme par exemple un droit d'initiative citoyenne, de dire que non seulement il faut qu'il y ait une politique de consultation, que les élus consultent dans certains cas, mais on pose la question à un moment donné dans le document de dire est-ce que parfois on ne pourrait pas permettre aux citoyens, par une pétition par exemple, de forcer la ville à tenir une consultation sur un sujet pour lequel la politique ne prévoit pas de consultation. Donc, idée intéressante, puis là tout de suite c'est un peu balayé, on dit qu'il n'y a pas de consensus, évidemment qu'il n'y a pas de consensus, les unions municipales ne voudront pas, donc il n'y a pas de consensus, donc on ne va pas dans ce sens-là. Alors il y a des chances qu'effectivement, si le règlement du gouvernement est un peu à l'image du rapport qui fait un certain nombre de recommandations eu égard à ce futur règlement, ça risque de ne pas être particulièrement. Il y a des éléments intéressants. Là, on dit qu'il faut faire des consultations en amont et non pas seulement en aval, où il est un peu trop tard pour les citoyens pour avoir une influence. Donc, il y a des choses intéressantes, mais globalement, je pense qu'il y aura une perte de pouvoir citoyen. Ce qui pose l'autre question que vous posez vous-même, effectivement. Donc, est-ce que
le fait que les citoyens auront pu ce mécanisme démocratique-là pour s'opposer à des changements de zonage, est-ce qu'ils vont pas être, et de lotissement, bref, des changements au règlement d'urbanisme, est-ce que les citoyens vont pas être tentés d'utiliser la voie judiciaire pour tenter de bloquer des projets de changement au règlement d'urbanisme? Et c'est tout à fait possible. D'ailleurs, l'exemple qu'on donne souvent, on disait souvent, il y a juste au Québec qui a ce processus d'approbation référendaire, oubliant que ça existe aussi aux États-Unis, mais ce qu'on voulait dire, c'est que ça n'existe pas dans les autres provinces canadiennes. Mais ce qui existe dans ces autres provinces-là, souvent, c'est des tribunaux spécialisés où, effectivement, les citoyens peuvent contester des règlements d'urbanisme. Mais encore là, ça pose l'immense question puis l'immense problème de l'accès à la justice. C'est-à-dire, on a beau dire, ouais, il pourra avoir telle ou telle contestation si, par exemple, dans le cadre de la procédure de consultation publique, il y a non-respect de l'équité procédurale ou de justice naturelle. Bon, il y aura des arguments qu'on pourra faire pour contester, mais ça coûte tellement cher aller devant les tribunaux et tout que ça ne m'apparaît pas une alternative plausible, crédible, appropriée dans le contexte actuel de l'accès à la justice au Québec qui ne va pas changer demain matin, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Question rapide pour Guillaume et Mélissa. À vous entendre, j'ai l'impression que les municipalités disposent des moyens juridiques suffisants pour mener la transition énergétique. Est-ce que l'enjeu n'est donc pas tant d'avoir des nouveaux moyens juridiques, mais plutôt de mettre en œuvre les moyens existants? Oui, tout à fait. Surtout, en fait, avec les dispositions habilitantes générales dont on vous a parlé tantôt, qui sont ajoutées par la loi 122, qui sont donc tout nouveaux. Alors, je pense qu'à partir de là, à partir du moment où il y a une disposition habilitante qui dit aux municipalités, vous pouvez inventer des nouveaux éléments, des nouvelles normes dans vos outils d'aménagement, bien, à partir de là, effectivement, les municipalités les ont, les outils, ou du moins pourraient les avoir pour autant qu'elles se les donnent, qu'elles les inventent. Bon, vont-elles le faire? On a un peu un comparatif qu'on peut faire avec la loi sur les compétences municipales, donc qui a été adoptée il y a une douzaine d'années, où il y a aussi, donc, dans les matières autres qu'aménagement et urbanisme, des compétences assez larges, même une compétence générale pour les municipalités pour adopter toutes sortes de règlements. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas utilisé de manière très, très large, parce que dans le fond, c'est quand une municipalité, elle innove au niveau juridique, dans le but de consacrer une innovation là, sur le terrain, en ingénierie ou quoi. Lorsque la municipalité fait ça, même si elle a une disposition générale qui lui ouvre la porte à ça, il y a quand même un tout petit peu d'insécurité juridique. En tout cas, tant qu'il n'y a pas eu des décennies de jurisprudence, il y a toujours un petit peu d'insécurité juridique. Et là, bien, souvent, le tout petit peu d'insécurité juridique devient une excuse pour ne pas agir. Donc, il y a eu, je pense, un peu, puis c'est pas vrai pour tous, parce qu'on a vu qu'il y a des municipalités dans Gaspé qui sont allées très loin pour encadrer, protéger les sources d'eau par rapport à l'exploitation du pétrole. Puis là, c'est les tribunaux qui sont venus limiter ça. Dans d'autres cas, ici, dans le coin de Québec, avec l'arrêt Wallo, la Cour d'appel est venue confirmer que la Ville pouvait faire beaucoup de choses pour la protection de l'eau. Donc, il y a ce précédent-là de la loi sur les compétences municipales nous fait croire que c'est pas évident que les municipalités pourront nécessairement, auront la volonté de le faire parce qu'il reste toujours une petite insécurité juridique. Mais avec les jugements, au bout de quelques années, espérons que ça ne prenne pas des décennies, la jurisprudence va un peu préciser qu'est-ce que permet, qu'est-ce que ne permet pas ces différentes dispositions habilitantes générales-là. Et là, l'insécurité juridique va diminuer. Et là, oui, je pense qu'à ce moment-là, les conditions seront réunies pour que les municipalités aillent de l'avant. Mais ça laisse supposer qu'il y a beaucoup d'années qui peuvent passer et ça prendra des municipalités qui prendront des risques au niveau qui agiront malgré l'insécurité juridique, qui pourront se retrouver devant les tribunaux. Donc, d'où l'intérêt de prévoir des mesures, par exemple, de solidarité intermunicipale pour que si une petite municipalité se retrouve devant le tribunal, elle ait le financement et tout. Donc, ça suppose une réflexion plus large. Alors, ce serait ça mes éléments de réponse. Ma question s'adresse à Stéphane Rousseau. Guillaume Rousseau, pardon. Humoriste bien connu. Ma question porte sur le rôle de l'État. Vous avez fait allusion à la confection des schémas d'aménagement et qui vont contribuer. Les municipalités vont contribuer à l'intérieur de ce schéma-là, de la confection du schéma, à la transition énergétique. Mais il y a, depuis quelques mois, on a créé un organisme qui s'appelle Transition énergétique Québec, dont la mission est d'établir un plan global. Et on a la misère à trouver, est-ce que les municipalités sont assujetties à ce plan qui va être préparé par Transition énergétique Québec?
Moi, je voudrais vous entendre parler sur le rôle de l'État québécois qui doit jouer un rôle de leadership là-dedans. C'est lui qui approuve les 71 schémas d'aménagement des MRC. Et c'est lui qui va approuver le plan de transition énergétique Québec. Alors, selon vous, quel est le lien, quel est le leadership que le Québec, avec l'expérience que vous avez dans le secteur municipal, est-il en mesure, l'État québécois, d'assurer un leadership, d'assurer une gérance entre ces documents municipaux-là et le plan qui est préparé par Transition énergétique Québec? Parce qu'il n'y a pas de lien. Je ne vois pas très bien comment on va faire pour faire cette transition énergétique-là. Hier, on a parlé beaucoup de la timidité de l'État québécois dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on peut, selon vous, puisque l'infrastructure légale que vous avez bien décrite est là, elle est là, le plan, il est en train de se faire. Moi, je me demande quelle est la jonction qui va être faite, puis quel est le leadership que l'État québécois peut faire là-dedans. Oui, donc, en quelques mots rapidement. Donc, effectivement, puis vous l'avez dit à la fin de votre question, donc juridiquement, en matière d'aménagement et d'urbanisme, l'État, le gouvernement a le pouvoir. Donc, je le disais au début, loi de semi-décentralisation, mais asymétrique, parce qu'à la fin, le gouvernement peut imposer ses choix. Donc, oui, juridiquement, il peut le faire. Maintenant, politiquement, c'est un peu plus compliqué parce que, dans le fond, la loi est vraiment entre centralisation, donc entre rôle pour l'État, un rôle de direction et tout. Puis il y a plein de gens qui posent dans ce sens-là. On parlait ce matin d'une politique, ça prendrait vraiment une politique d'aménagement national, d'aménagement et d'urbanisme, donc qui est une volonté que l'État joue un rôle plus important. Mais si on dit rôle plus important pour l'État, ça laisse un peu moins de marge de manœuvre aux municipalités. Donc, autrement dit, que des fois, quand je parle à des acteurs qui sont plus préoccupés des questions environnementales, ils vont dire « le gouvernement en fait pas assez, il devrait avoir un rôle de direction beaucoup plus grand ». Puis d'autres fois, quand on parle des élus municipaux, ils nous disent « ah, les fonctionnaires à Québec sont tatillons, ils en font beaucoup trop, qu'ils nous laissent donc faire notre aménagement comme on veut ». Donc, il y a vraiment des discours contrastés. Puis les deux préoccupations sont légitimes. Donc, il faut à la fois que l'État ait un rôle de direction, il faut qu'il donne l'exemple et tout, mais il faut qu'il y ait un espace pour l'autonomie municipale, ne serait-ce que parce que c'est là que le citoyen a accès plus facilement à la démocratie. Puis il y a aussi une question il faut adopter les normes selon le territoire, donc on ne peut pas juste penser ça à partir de Québec. Alors, il y a vraiment, la loi est vraiment prise entre centralisation et décentralisation, puis c'est jamais évident de mettre le curseur au bon endroit. La loi 122 nous dit, bien là, il y aura peut-être, l'idée du 122, j'ai l'impression que c'est de dire, l'État va peut-être en faire un peu plus dans ses orientations gouvernementales, mais il aura mis l'État dans le coup, les municipalités, la société civile, dans l'élaboration de ces orientations, alors qu'avant, ça se faisait peut-être un petit peu plus derrière des portes closes. Donc, il y a là un élément intéressant, je pense. On verra ce que ça donnera ensuite dans les faits, mais c'est sûr qu'on reste toujours pris entre centralisation et décentralisation. Il n'y a pas rien, c'est difficile de trouver la perfection, c'est trouver l'équilibre, je pense, qui est l'aspiration, mais je pense que si les citoyens et les élus locaux, à la base, ont cette préoccupation-là, bien là, ça deviendra plus problématique parce que même si le gouvernement laisse une place à l'autonomie municipale, si cette autonomie municipale-là est exercée dans le sens de la transition énergétique, bien là, le problème se pose vraiment différemment ou se pose même plus. Alors, la solution, c'est probablement un équilibre entre centralisation et décentralisation et une forte mobilisation des citoyens et des élus locaux pour que le local et l'autonomie municipale ne nuisent pas aux objectifs du gouvernement en termes de transition énergétique. Comme on ne m'a pas posé de questions, je vais juste dire un petit mot. Je me rattrape. Non, mais c'est parce que sur cet aspect-là, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que si je fais le lien avec tout ce qu'on entend au sujet des villes intelligentes, justement, et puis cette sorte d'injonction à la participation, on s'attend à ce que les citoyens s'engagent, participent. Et puis en même temps, ce que j'entends là, quand on sait combien c'est complexe, la participation publique, quand on sait combien, au fait, ça touche peu de citoyens, combien c'est difficile d'impliquer le citoyen dans la participation publique de manière proactive et pas juste en mode réaction. Si jamais on est dans un contexte dans lequel on sent comme citoyen que de toute façon, quoi qu'on dise, ça n'aura pas d'effet parce que le cadre réglementaire n'impose rien, je crains qu'on soit aux prises avec deux dynamiques en tension. L'une qui inviterait le citoyen à participer de plus en plus en disant l'intelligence de la ville dépend de vous. Puis l'autre qui dirait oui, non, mais venez parler, mais de toute façon, on va faire ce qu'on va vouloir. Donc ça, je crains qu'on arrive à des tensions et des conflits qui peuvent être contre-productifs.